Bonjour et bienvenue dans cette série de leçons dans laquelle nous abordons le routage externe. Nous traitons ici de l'interconnexion des réseaux et de l'échange d'informations de routage. Commençons par un exemple simple d'un ordinateur AREN qui se connecte sur le site www.exemple.com. Les outils habituels de diagnostic des réseaux permettent de révéler les adresses IP des routeurs traversés. En effet, les paquets de données échangés lors de cette connexion traversent 10 routeurs. Le premier est situé à Caen, le deuxième à Rouen, le troisième à Paris. Ces 3 premiers routeurs sont gérés par Renater, le réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche. Ensuite, les paquets de données traversent 2 routeurs de l'opérateur Vodafone, puis le réseau de l'opérateur TeliaSonera pour atteindre un routeur situé à Washington aux États-Unis. Finalement, les paquets de données arrivent au serveur www.exemple.com hébergé par le fournisseur de contenu Edgecast. Cet exemple simple permet de révéler une propriété importante de la structure d'Internet. Internet est un ensemble de réseaux gérés par différents opérateurs qui s'interconnectent afin de fournir la connectivité globale. Dans la suite, quand il s'agit d'étudier le routage externe et l'interconnexion des réseaux, nous adoptons un point de vue macroscopique. Cela nous permet de masquer la complexité interne des réseaux traversés et de considérer chacun comme une seule entité. Dans la réalité, l'interconnexion entre les réseaux est plus complexe. En effet, Renater dispose aussi d'un lien d'interconnexion avec le réseau de l'opérateur GTT. Par conséquent, les paquets de données échangés entre l'ordinateur AREN et le site www.exemple.com peuvent emprunter plusieurs chemins. À titre d'exemple, cela peut être le chemin constaté dans les mesures précédentes, ou un chemin qui passe par GTT puis TeliaSonera, ou même un chemin sans intersection avec le premier qui passe par le réseau GTT puis NTT. À l'aide de l'exemple précédent, nous pouvons révéler les principales composantes du routage externe. Ces composantes font l'objet des prochaines leçons et répondent aux questions suivantes. Premièrement, comment se propage l'information de routage qui permet d'annoncer l'accessibilité à un réseau? Quels protocoles et quels mécanismes sont-ils mis en place à travers les différents réseaux des opérateurs? Deuxièmement, une fois l'information de routage propagée, qui décide du chemin à suivre et quels sont les critères utilisés pour faire ce choix? Le défi principal du routage externe est l'implication de plusieurs opérateurs. Dans ce contexte, les réseaux de ces opérateurs sont appelés systèmes autonomes. Un système autonome est un ensemble de réseaux connectés, généralement gérés par une même entité administrative et qui se comporte comme une seule entité pour le routage externe. Qui joue le rôle d'un système autonome en pratique? Et de quel type d'infrastructure de réseau dispose-t-il? Un système autonome peut être le réseau d'un fournisseur de contenu, d'un fournisseur d'accès à Internet ou de toute entreprise avec un accès à Internet. Certains systèmes autonomes comme Renater assurent une couverture nationale. Renater dispose d'une infrastructure de transmission en fibre optique et de points de présence dans plusieurs villes en France. Certains points stratégiques tels que Paris, Lyon ou Marseille permettent l'interconnexion avec d'autres systèmes autonomes tels que les fournisseurs d'accès à Internet en France ou le réseau européen pour l'éducation et la recherche géant. D'autres systèmes autonomes, comme TeliaSonera, assurent une couverture internationale avec des points de présence sur plusieurs continents. TeliaSonera dispose de liens d'interconnexion avec un très grand nombre de systèmes autonomes, par exemple des fournisseurs d'accès à Internet en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie. Dans le routage externe, un système autonome est identifié par un numéro unique. Comme pour les adresses IP, la gestion des numéros de système autonome est faite par l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, un organisme mondial. L'IANA délègue son autorité à des registres régionaux appelés Regional Internet Registry, qui attribuent les numéros de systèmes autonomes dans leur zone géographique. Il existe 5 registres régionaux dans le monde. En Europe, les numéros de systèmes autonomes s'obtiennent auprès de RIPE NCC. Un numéro de système autonome est codé sur 16 bits, entre 1 et 65 534. Par exemple, Renater dispose du numéro de système autonome 2200. Notons que les 1024 derniers numéros, 64 512 à 65 534, sont destinés à un usage privé. Aujourd'hui, il existe plus de 51 000 systèmes autonomes dans l'Internet. Pour accompagner cette évolution, qui est une image de l'évolution de l'Internet, les numéros de systèmes autonomes passent de 16 à 32 bits.
Par conséquent, les numéros attribués à partir de janvier 2009 sont notés sous le format x.y, avec x et y des entiers sur 16 bits. Par exemple, l'assistance publique Hôpitaux de Paris dispose du numéro 3.2267 attribué en 2012. Analysons quelques chiffres clés liés au système autonome dans l'Internet en 2015. Dans ce contexte, on appelle systèmes autonomes voisins des systèmes autonomes qui ont établi un lien d'interconnexion pour échanger le trafic. Généralement, ce voisinage est établi sur des bases géographiques. Tout d'abord, on note que 80% des systèmes autonomes sur Internet sont des réseaux terminaux. Ces réseaux ne font pas transiter du trafic d'autres systèmes autonomes. De plus, 64% des systèmes autonomes ont un ou deux voisins. La moyenne géométrique globale du nombre de voisins sur Internet étant 2,55. Si on observe les systèmes autonomes avec le plus grand nombre d'interconnexions, on note que 1% ont plus de 100 voisins et que seulement 46 systèmes autonomes, près de 1 pour 1000, ont plus de 1000 voisins. Il est donc intéressant de pouvoir schématiser l'Internet à l'échelle des systèmes autonomes. Cependant, tracer un tel graphe est une tâche complexe et nécessite de placer un très grand nombre de sondes pour révéler la structure d'interconnexion. Le Centre pour l'analyse appliquée des données de l'Internet, CAIDA, fournit un graphe représentant l'Internet en 2014. Sur ce graphe, les nœuds représentent des systèmes autonomes et les liens représentent les interconnexions. Les nœuds sont regroupés par zone géographique et le rayon est proportionnel au nombre de voisinages. Plus un système autonome a de voisins, plus il est proche du centre du graphe. Cette représentation synthétique permet de révéler deux propriétés importantes de la structure de l'Internet, appuyées par les chiffres analysés précédemment. Premièrement, la densité des nœuds centraux est faible. Très peu de systèmes autonomes disposent d'un très grand nombre de connexions. Cela peut constituer une sorte de cœur de l'Internet sans toutefois enlever sa caractéristique décentralisée. Il s'agit par exemple de Level 3, TeliaSonera, Cogent. Deuxièmement, la densité des nœuds se trouvant près de la frontière du graphe est très élevée. En effet, la majorité des systèmes autonomes dans l'Internet sont interconnectés avec un ou deux voisins. À ce stade, nous pouvons établir les enjeux du routage externe. Premièrement, le routage externe doit offrir la connectivité globale en rendant possible les échanges entre différents systèmes autonomes. Deuxièmement, le routage externe doit être appliqué à l'échelle de l'Internet et permettre l'échange d'informations de routage entre un très grand nombre de systèmes autonomes. Finalement, le routage externe doit préserver l'autonomie. Chaque système autonome doit pouvoir prendre les décisions d'acheminement du trafic et établir ses propres stratégies de routage. Dans cette leçon, nous avons analysé la structure de l'Internet sous l'angle du routage externe. Nous avons identifié la notion de système autonome qui sera l'entité élémentaire pour étudier le routage externe. De plus, nous avons découvert quelques chiffres marquants qui révèlent les principales propriétés de l'Internet. On y trouve un petit nombre de systèmes autonomes avec un très grand nombre d'interconnexions et une majorité de systèmes autonomes avec un ou deux liens d'interconnexion. Nous avons conclu en formulant les principaux enjeux du routage externe, à savoir fournir une connectivité globale, assurer le passage à l'échelle et préserver l'autonomie.